que la présentation des diapositives que vous allez voir aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance du territoire autochtone. En effet, même si ce webinaire se tient virtuellement et que nous sommes un petit peu partout dans la province, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles se trouve le bureau de la Farfo, celui où je travaille présentement à Hamilton, font partie du territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinaabe. Ce territoire est visé par les traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par l'accord de la ceinture de Wampum, dit du bol à une seule cuillère, et il est directement adjacent au territoire visé par le traité de Haldimand. Je tiens spécialement à remercier la présence de Micheline Paul aujourd'hui, notre interprète experte en langue des signes québécoise. Vous pouvez la voir sur l'une des fenêtres de votre écran et elle permettra aux personnes ayant des déficiences d'audition de pouvoir assister à ce webinaire et de le regarder par la suite. Micheline, merci beaucoup de votre présence. Je tiens aussi à remercier nos deux collègues de prévention de la maltraitance envers les aînés en Ontario, Christine Chan et Marie Coury, qui sont présentes mais qui sont en arrière-plan et qui ont permis ce webinaire d'être prêt aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons voir durant ce webinaire? Nous allons voir différentes choses. Premièrement, les terminologies relatives aux populations LGBTQ. Nous allons aussi voir la diversité du profil démographique des aînés de ces populations, de ces communautés. Quelle est la place de ces aînés au sein des communautés? Quels sont les facteurs de l'isolement social de ces aînés et leurs conséquences? Nous allons aussi nous attarder sur les approches intersectionnelles pour une meilleure prise en charge de ces aînés dans ces communautés, que ce soit par rapport à la langue, que ce soit par rapport aux établissements de soins spécialisés, que ce soit par rapport aux initiatives faites pour et avec ces aînés, et enfin pour la mise en cadre de principes du droit qui touchent ces aînés LGBTQ. Mais j'ai suffisamment parlé de nous. Une petite dernière chose sur les organismes qui ont permis ce webinaire. L'organisme Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, donc c'est un organisme à but non lucratif de charité qui sensibilise la population et les fournisseurs de services sur la maltraitance envers les aînés à travers l'éducation, la formation professionnelle et la coordination de services. La Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, quant à elle, elle se veut la voix des francophones de 50 ans et plus en Ontario depuis 1978. Ses membres sont des clubs sociaux ou des individus de la communauté, et la Farfo a des partenaires communautaires dans toute la province. Nous mettons l'accent sur l'éducation, le soutien contre l'isolement social et la programmation culturelle, entre autres choses, pour tous les aînés francophones. Enfin, le réseau Fierté des aînés travaille à créer, par un réseau de membres de la communauté LGBT, une communauté d'aînés queer visible, interconnectés et solides, ainsi que des milieux résidentiels et des services sécuritaires qui sont culturellement appropriés pour les aînés LGBTQ. Mais c'est le temps de présenter Carlos Idibuo, notre présentateur du jour. Bonjour Carlos. Bonjour Olivier. Il me fait plaisir de vous avoir avec nous à ce webinaire aujourd'hui. Pour présenter Carlos, donc Carlos est très impliqué auprès de la communauté LGBTQ. Il fait partie du conseil d'administration d'Interpride en tant que vice-président du comité sur l'accessibilité, la diversité et l'inclusion, mais c'est également et surtout un consultant indépendant expérimenté qui appréhende les questions de droits de l'homme, les violences basées sur le genre, les diversités sexuelles et sociales au sein des communautés LGBTQ, tant au niveau national qu'international. Carlos, je vais vous passer la parole et encore merci de nous rejoindre aujourd'hui pour présenter ce webinaire. Merci Olivier, merci à tous les participants et participantes qui se sont joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire. C'est très important de parler, d'avoir un regard sur les aînés, les personnes aînées LGBTQ+, de nos communautés et d'essayer de comprendre ensemble quelle est la place que nous leur accordons et surtout quelles sont les approches intersectionnelles que nous souhaiterons ou que nous mettons en place pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins et les prendre en charge. Et donc, avant de commencer, j'aimerais partager moi aussi ma petite expérience. Je suis arrivé ici en 2006. Donc, ça fait exactement 14 ans que je vis au Canada, principalement basé à Toronto. Faut souligner que, en tant qu'Africains, les aînés ont toujours eu une place assez importante
dans ma culture et dans ma tradition. En grandissant, j'ai eu l'opportunité d'être exposé à mes grands-parents, à des oncles, des tantes qui déjà étaient avancés en âge. Et en tant que communauté, c'était pour moi très important de pouvoir comprendre et apprendre davantage auprès des personnes aînées. Et donc, cet état d'esprit-là m'est resté. Et quand je suis arrivé ici, quand bien même que Toronto ou l'Ontario de façon générale est une province qui offre des services aux personnes aînées, mais j'ai été quand même choqué de voir qu'il y a énormément de personnes aînées, surtout de personnes aînées LGBTQ+, qui sont isolées, qui errent un peu dans la nature, si je peux le dire ainsi. Des initiatives sont mises en place, mais il n'y en a toujours pas assez. Et la preuve, je vis dans le village, mais les personnes aînées LGBTQI sont laissées pour compte. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un survol de cette réalité-là et ensemble voir dans quelle mesure on pourrait contribuer à améliorer la dignité des aînés au sein de nos communautés. Mais avant d'entrer dans les détails, donc on pourrait commencer par des terminologies. Donc, diapo, s'il te plaît, Olivier. Donc, au niveau des terminologies, il faut souligner qu'il y a une importante évolution au fil des années. Donc, évidemment, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, au sein de la grande communauté LGBTQ+, donc il y a eu des sous-groupes, il y a eu des terminologies qui se sont développées par lesquelles des personnes s'identifient. Également, ces terminologies sont accompagnées de multiples drapeaux et de différentes couleurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et donc, pour entrer un peu dans les détails, quand bien même que j'aimerais souligner que les définitions des acronymes que nous allons donner ici ne sont pas exhaustives et ne représentent pas exclusivement la composante des communautés LGBTQ que nous avons aujourd'hui. Donc, mais néanmoins, c'est important de pouvoir donner un aperçu, une idée, surtout aux personnes qui sont en ligne et qui ne connaissent pas nécessairement les définitions de ces acronymes-là. Donc, nous allons commencer avec lesbienne. Donc, une personne lesbienne est une personne d'identité féminine qui, physiquement et émotionnellement, est attirée par d'autres femmes. Et une personne gay, c'est une personne d'identité masculine qui aussi physiquement et émotionnellement est attirée par d'autres hommes. Quand on parle de personnes bisexuelles, donc une personne bisexuelle est une personne de plus d'un genre. Donc, cette personne-là peut être une femme ou un homme, mais cette personne est attirée aussi par des personnes de plus d'un genre. Donc, on va trouver que une femme lesbienne peut être attirée par un homme qui n'est pas forcément gay, ou un homme gay va être aussi attiré par une femme qui n'est pas forcément une femme lesbienne. Et le T représente ici les personnes transsexuelles ou personnes transgenres. Donc, ces personnes-là peuvent être hétérosexuelles, des lesbiennes, des gays, ou des bisexuels ou des queers. Donc, généralement, ce terme est utilisé pour des personnes qui s'identifient à un genre différent que celui qui leur a été attribué à leur naissance. Et donc, au fil des années ou au cours de leur vie, donc ces personnes-là, parfois, vont commencer une chirurgie de réassignation. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont faire des opérations pour mieux refléter ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles. Donc, ce qui est différent pour mieux exprimer le sexe qui leur a été assigné à leur naissance. Quand on parle de personnes bispirituelles, on fait référence ici aux personnes des communautés autochtones. Et donc,
au lieu d'utiliser les terminologies LGBTQ+, donc ces personnes-là préfèrent s'identifier comme des personnes bispirituelles, et cela a trait au fait que, en plus de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, donc ces personnes reconnaissent qu'elles ont deux esprits, donc l'esprit féminin et l'esprit masculin. Mais je tiens à souligner que la réalité va bien au-delà de cette définition-là. C'est clair que si nous posons la question à une personne autochtone des communautés LGBTQ+, elle apportera un plus à cette définition-là. Mais nous pouvons nous en tenir à cette définition pour avoir une idée. Donc, les personnes intersexuées, donc ce sont des personnes qui, de façon générale, à la naissance, sont donc nées avec les deux sexes, donc le sexe qui attribué aux personnes identifiées masculines et le sexe féminin qui attribué aux personnes d'identité féminine. Mais là encore, cette définition est très limitée dans la mesure où, dans la définition beaucoup plus détaillée de ce que c'est qu'une personne intersexuée, cela a trait aussi à la réalité des chromosomes. Et donc, on va rencontrer des personnes qui s'identifient en tant que personnes intersexuées, mais qui n'ont pas nécessairement les deux sexes. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut retourner en fait dans la réalité des chromosomes. En poussant le plion un peu plus loin, donc on a la déstructuration des binarités de genre, de sexualité et d'âge. Donc à ce niveau-là, il faut dire que quand bien même qu'on parle de diversité au sein de nos communautés LGBTQ+, mais les définitions restent parfois très binaires, tout comme le monde de façon générale. Donc on a les personnes hétérosexuelles et les personnes gays. Et donc, dans l'hétérosexualité, donc on a les hommes et des personnes qui s'identifient en tant que femmes. Mais au sein des communautés LGBTQ+, c'est très important d'aller au-delà de cette définition binaire du genre, étant donné que, comme je le disais un peu plus haut, dans la définition des autres acronymes, donc nous avons des personnes qui pourraient s'identifier comme des personnes lesbiennes, mais qui sont attirées par des personnes de différents genres et d'orientation sexuelle. Donc, ce fait-là est très important à considérer. Un autre aspect qui est la prise en compte véritable des réalités actuelles et futures. Comme nous pouvons le constater donc, au sein des communautés LGBTQ+, les choses ont considérablement évolué. Et donc, quand les années passent, donc évidemment, les considérations en matière d'identité de genre et même d'orientation sexuelle changent aussi, évoluent dans le temps. Et donc, si nous avons l'opportunité de poser des questions aux personnes, aux aînés, donc c'est clair que de leur époque, de leur temps, quand elles étaient jeunes jusqu'à maintenant, elles vivent des réalités au niveau de leur sexualité et la façon dont elles expriment leur identité de genre qui n'est pas forcément conforme aux réalités que nous voyons aujourd'hui au sein de la communauté LGBTQ+, encore moins la façon dont nous nous positionnons en tant que personnes LGBTQ+. Olivier Diapo. Et donc, à quoi ressemble le profil démographique? Donc, le profil démographique, il est assez diversifié. Mais force est de constater que au niveau des derniers LGBTQ+, de plus de 65 ans, donc il n'y a pas vraiment de données accessibles. Cela veut dire qu'il n'y a pas une étude qui a été menée afin d'identifier les aînés de plus de 65 ans et je dirais même à partir de 50 ans. Et donc, ça, c'est très important à souligner parce que s'il n'existe pas d'études, s'il n'existe pas de statistiques, donc il va sans dire que ce serait très difficile de pouvoir les repérer, les identifier, de savoir exactement c'est quoi leur réalité et de pouvoir se pencher sur les stratégies afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques. Et mais cette communauté-là de personnes aînées francophones est composée de plusieurs générations aussi. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, donc depuis les années 70 à maintenant, c'est évident que ces personnes
que nous appelons les aînés aujourd'hui, elles ont été aussi jeunes dans leur vie, elles ont eu un parcours parfois d'activistes et donc d'implication dans le changement ou pour des revendications pour les droits des personnes LGBTQ+, dont des personnes comme moi qui sont en bénéficier aujourd'hui. Et ces personnes-là, beaucoup d'entre elles sont encore là. Elles ont soit 55 ans ou plus, elles ont soit 70 ans ou plus, mais toujours est-il qu'elles sont présentes. Et donc, c'est très important de remarquer, de souligner que c'est une génération à plusieurs facettes. Et au niveau des expériences de vie aussi, donc il y a une différence, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Et donc, les expériences de vie diffèrent d'une personne aînée à une autre personne aînée, que ce soit au niveau des orientations sexuelles ou de la façon dont elles expriment leur identité de genre. Et à ce niveau-là, il faut souligner que à leur époque, donc il n'existe pas des services qui leur permettaient, par exemple, si elles le souhaiteraient, d'embarquer dans des chirurgies de réassignation, donc pour le changement de sexe ou pour des chirurgies au niveau, par exemple, de leur poitrine, des choses comme ça n'existait pas à leur époque. Donc, le seul moyen par lequel elles pouvaient exprimer en fait leur transsexualité ou le fait qu'elle soit transgenre, c'était de soit s'habiller en fonction de l'identité de genre qu'elle voulait exprimer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous avons des services, nous avons des lois qui protègent les droits des personnes transsexuelles et des personnes transgenres. Donc, c'est la façon dont nous naviguons dans ces réalités-là, d'une génération à une autre génération. Donc, c'est très important de pouvoir aussi se statuer là-dessus. Et l'autre aspect aussi, c'est où vivent en fait les aînés LGBTQI+ francophones. Donc, elles vivent un peu partout, donc que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Donc, on les trouve un peu partout, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Je vis dans le village gay, donc je vois des personnes LGBTQ+ aînées autour de moi, pas nécessairement francophones, parce que ça aussi, c'est un autre point à souligner sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et l'autre aspect, c'est la différence d'origine. Donc, le Canada ou l'Ontario étant une province multiculturelle, donc évidemment, on rencontre les personnes aînées LGBTQ+ de divers horizons. Donc, qu'elles viennent, que ce soit d'Afrique, des Caraïbes, que ce soit d'autres pays francophones d'Europe ou même à l'intérieur du Canada. La preuve, il y a ici, par exemple, beaucoup de francophones, de personnes francophones aînées qui viennent du Québec et qui sont là depuis des années. Et pareil aussi par rapport à leur statut socio-économique. Diapo. Donc, quelle est la place des aînés LGBTQ+ au sein de nos communautés? La question ici que je me pose constamment, est-ce qu'il existe une place en tant que telle pour les aînés LGBTQ+ francophones? Cette question-là me trottine très souvent dans la tête parce que déjà, quand je regarde autour de moi, au centre-ville où je vis, quand je regarde la réalité au sein du village gay, à peine si je rencontre des personnes LGBTQ+ aînées francophones. Et cela est dû en partie au fait que il y a ce retour dans le placard. Pas un retour voulu, mais un retour forcé. Un retour forcé, et cela est dû au fait que des personnes que nous appelons aujourd'hui les aînés n'appartiennent plus à cette jeune génération, ne se retrouvent plus dans les critères qui ont été mis en place et qui sont imposés au sein du village gay ou dans d'autres espaces qui sont supposés être des espaces accueillants pour des personnes LGBTQ+, incluant bien sûr les personnes aînées LGBTQ+. Et la langue, comme je l'avais mentionné, comme je le mentionnerai un peu plus tard, qui est un déterminant social de la santé, est aussi un facteur très flagrant dans la façon dont cette communauté-là est représentée. Donc,
à peine j'entends, oui, il y a quelques francophones autour. Ces francophones-là ne sont pas forcément des personnes aînées. Et comme je le disais, les critères qui sont d'exclusion qui sont établis au sein de cette communauté-là, donc du coup, non seulement repoussent ou force les personnes aînées à retourner dans les placards, mais encore plus le fait que la langue franco-française qui n'est pas une priorité au sein de ces espaces-là, donc à peine si on trouve des aînés LGBTQ+ francophones au sein de ces espaces. Et un point qui m'a fortement marqué ici, que j'ai tiré en fait du rapport d'une étude qu'a faite menée par Julie Beauchamp, qui est sexologue, et Lynn Chamberlain, qui est titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie à l'Université du Québec à Montréal, et Marie-Ève Mansoyang, qui fait une maîtrise en travail social. Donc, c'est l'accessibilité ou la disponibilité d'espaces inclusifs demeure donc aujourd'hui un enjeu important pour les personnes aînées LGBTQ+, favorisait leur participation sociale. Et on s'entend bien qu'il s'agit d'aînés LGBTQ+, francophones. Et comme je le mentionnais, donc ces espaces-là, on parle d'espaces inclusifs, mais en réalité, ces espaces ne le sont pas du tout, déjà que la langue est un facteur d'exclusion. Prochain diapo. Et donc, si l'on ne contribue pas à inclure les aînés LGBTQ+, de façon générale, mais de façon spécifique les aînés LGBTQ+, francophones, donc il va sans dire qu'il y a le facteur de l'isolation qui s'impose à ces personnes-là. Donc, évidemment, ces facteurs de risque qui sont associés à l'isolation chez les aînés LGBTQ+, donc, renforce en elles beaucoup de fragilité. Donc, la plupart du temps, ce qui a été constaté, c'est qu'elles ne sont pas engagées dans une relation de couple pour la simple raison qu'elles sont des aînées et que la majorité des personnes dans nos communautés LGBTQ+, n'aspirent pas à être en relation avec les aînés. Elles pensent souvent que ça va être une charge pour elles de se retrouver dans une relation avec une personne aînée qui est soit aux prises déjà avec une perte d'autonomie, on va en parler un peu plus tard, et donc ces personnes aînées-là se retrouvent à vivre souvent seules. Et donc, évidemment, leur vie est teintée de solitude. Elles se résignent à faire de la solitude leur réalité. Ce n'est pas une solitude voulue, mais c'est une solitude imposée par, comme je le mentionnais un peu plus tôt, les critères de choix et les critères d'inclusion qui sont imposés au sein des communautés LGBTQ+. Et le fait de n'avoir pas eu d'enfants ou d'avoir eu moins d'enfants que les aînés hétérosexuels est un autre facteur d'isolation assez concret. C'est récemment que des personnes LGBTQ+ ont eu le droit de pouvoir adopter des enfants. On en trouve de plus en plus, mais quand on regarde par rapport aux tranches d'âge, donc il n'y a pas évidemment beaucoup d'aînés qui ont eu l'opportunité de pouvoir adopter des enfants. Et le fait qu'elles soient rendues à cet âge-là, elles n'ont pas non plus assez d'énergie pour adopter ces enfants-là parce que, encore une fois encore, la communauté ne leur favorise pas cette opportunité-là. Diapo. Donc, d'autres facteurs, c'est notamment donc, cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, il faut dire que la plupart de ces aînés ont vécu une époque où elles ont été fortement discriminées. Elles ont été au cœur de luttes et de revendications pour les droits des personnes LGBT. Elles ont fait l'objet de beaucoup de violences et cela a fait qu'elles vivent encore avec ce traumatisme-là. Et rendues à leur âge, surtout si elles doivent vivre dans des résidences pour personnes aînées qui ne sont pas nécessairement des personnes, des espaces accueillants pour elles. Donc, elles se retrouvent en train de cacher leur orientation sexuelle et leur identité de genre.
elle se pose constamment la question de savoir si ces milieux sont vraiment favorables pour elles de parler ouvertement de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Et donc, c'est littéralement le retour au placard. Donc, il y a l'autre facteur, c'est elles ont peu d'interactions sociales à cause de leur âge. Elles ne participent pas aux activités sociales, parfois parce qu'elles ne peuvent pas facilement se déplacer, ou parfois encore les réalités, les activités qui sont mises en place dans le village gay ou dans des organisations qui offrent des services aux personnes aînées de façon générale ne répondent pas à leurs besoins. Donc, il y a cette perte de leur réseau social, soit parce que leurs amis de même génération sont décédés ou ont dû aménager dans d'autres villes, vivre d'autres réalités, ont choisi aussi ont été obligés de s'isoler. Leur réseau social, parfois, quand elles ont un réseau social, c'est un réseau qui est très restreint. Donc, évidemment, elles vont chercher à s'associer avec d'autres personnes de leur génération parce qu'elles parlent la même langue, elles s'entendent mieux. Mais ce réseau-là est aussi restreint parce que soit leurs amis qu'elles ont autour d'elles, qui ont vécu les mêmes réalités, n'ont plus nécessairement envie de continuer cette amitié-là. Elles vivent soit parce qu'elles vivent des problèmes liés à leur santé qui font qu'elles sont obligées de restreindre leur réseau social. Et aussi, il y a la peur, surtout, d'être discriminées par d'autres personnes aînées et le fait qu'elles ne se retrouvent pas dans les activités qui sont mises en place dans des espaces qui sont dédiés aux personnes LGBTQ+. Donc, évidemment, elles ont peur de cette discrimination-là qui leur est imposée. Et donc, il y a encore la présence de discrimination passée ou actuelle. Donc, elles ont vécu d'une part cette discrimination-là à leur époque, depuis les années 70, mais cette discrimination les poursuit dans les réalités actuelles parce que la réalité ne teint pas vraiment leur réalité à elles. Donc, il y a d'une part ce retour dans les placards voulus, mais d'autre part ce retour dans les placards forcés. Diapo. D'autres facteurs qui sont vraiment liés à leur milieu de vie ou des milieux sociaux, donc c'est comme je le mentionnais un peu plus tôt, donc c'est la stigmatisation multiple associée à la discrimination en raison de l'âge, du sexe, de la communauté ethnoculturelle. Et là, c'est très important aussi, comme je le mentionnais, que ce soit en Ontario ou à Toronto même ici, on se rend compte que la communauté ou les communautés LGBTQ+, sont multiculturelles, mais quand on regarde de plus près, oui, cette communauté-là, LGBTQ+, qui est beaucoup plus active, c'est une communauté majoritairement blanche. Donc, les différentes communautés ethnoculturelles, non seulement ne vivent pas, on ne les trouve pas faciles, LGBTQ+, on s'entend, ne vivent pas au sein dans le centre-ville, on en trouverait rarement, mais les quelques personnes aînées LGBTQ+, qui vivent, des communautés ethnoculturelles qui vivent là, elles s'isolent et ajouter à cela le facteur de la langue, elles sont quasi inexistantes. Donc, l'invisibilité est un autre facteur qui renforce en fait des facteurs discriminatoires que vivent les personnes LGBTQ+, aînées francophones. Mais il y a aussi la perte d'autonomie ou des maladies. Donc, on s'entend qu'en prenant de l'âge, qu'en vieillissant, donc il y a des mouvements, il y a des déplacements que des personnes aînées ne peuvent plus faire. Donc, elles perdent cette capacité-là d'être actives. Et il y a le fait aussi qu'elles soient aux prises avec d'autres maladies chroniques. Comme par exemple la sclérose, comme par exemple le diabète, l'hypertension, que ce soit des maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc, elles perdent cette capacité de pouvoir être autonomes. Et cela le pèse là-dessus. Et malheureusement, ça constitue l'une des réalités auxquelles elles sont aux prises. Et ajouté à cela, il y a la difficulté d'accès à l'information.
tout est rendu au niveau de la technologie, à la fine pointe de la technologie. Et les personnes aînées LGBTQ+, ne sont pas forcément familières à ces technologies qui avancent à une allure incroyable. Et donc, si elles n'ont pas accès à l'outil informatique, si elles n'ont pas la capacité de pouvoir naviguer sur ces outils informatiques-là, de pouvoir les utiliser de façon appropriée, donc il va sans dire qu'il y a un minimum d'informations dont elles ne peuvent pas avoir accès. Et le fait qu'elles ne peuvent pas se déplacer pour participer à des activités qui sont mises en place dans des espaces dédiés aux personnes LGBTQ+, de façon générale, donc elles sont parfois ou très souvent coupés de ces informations-là. Mais on l'a vu dans cette période de Covid, on l'a vu que ce soit dans les médias, que ce soit l'invisibilité des personnes LGBTQ+, surtout dans l'environnement où je vis ici, au centre-ville, mais plus précisément dans le village gay. C'était une période qui est venue rajouter ou renforcer la fragilité, la peur et l'isolement des personnes LGBTQ+ francophones, sans même parler des personnes LGBTQ+ aînées qui ne peuvent pas communiquer en anglais, par exemple. Donc, il y a cette peur d'aller en résidence privée pour aînés, parce que comme je le mentionnais un peu plus tôt, ces centres-là ne sont pas nécessairement ou forcément adaptés aux réalités des personnes LGBT, et même si elles ne le sont pas elles ne sont pas faites ainsi de façon exprès, mais elles ne créent pas non plus un espace positif et sécuritaire pour ces personnes-là, de sorte qu'elles puissent parler ouvertement de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. L'autre aspect qu'il faut mentionner aussi, c'est que notre société est encore fortement dominée par la culture hétérosexiste ou homophobe. Donc, que ce soit au sein des communautés de façon générale ou au sein des organisations qui offrent des soins et des services aux personnes aînées de façon générale, parce que cette culture ne fait pas nécessairement partie des politiques qui sont mises en place au sein de ces organisations-là. Et donc, la culture hétérosexiste est encore fortement dominante. Et même quand bien même que nous sommes dans un pays comme le Canada, qui est avancé en matière des droits des personnes LGBTQ+, mais il n'y a pas encore de politique proprement dite qui prenne en compte les réalités, les droits des aînés LGBTQ+, et des politiques qui incluraient en fait le facteur langue beaucoup plus spécifique afin que les aînés puissent avoir l'assurance et la garantie que les services leur seront offerts dans leur langue, mais qu'elles pourraient aussi exprimer ouvertement leur identité de genre et leur sexualité dans ces espaces-là, dans la langue dans lesquelles elles s'expriment le mieux. Les diapos. Donc, quelles sont les conséquences de ces isolements social vécus par les aînés LGBTQ+ francophones? Donc, généralement, on constate qu'il y a un abus d'alcool ou d'autres drogues, parce qu'elles vivent seules, elles ne peuvent pas, elles n'ont plus d'amis, elles ne peuvent pas participer à des activités qui sont dédiées aux personnes LGBTQ de façon générale, parce que les critères répondent beaucoup plus à la nouvelle génération qu'à celle des personnes de leur âge. Elles se retrouvent enfermées chez elles, surtout dans une période de pandémie comme la COVID. Donc, leurs seuls compagnons peuvent parfois l'alcool et d'autres formes de drogue, et donc elles en abusent. Il y a des comportements antisociaux, donc ces comportements antisociaux qui sont favorisés, comme je le mentionnais un peu plus tôt, par les communautés de façon générale, mais qui sont aussi renforcés à leur niveau parce qu'il y a le facteur peur qui finalement prend une place assez importante dans leur vie. Il y a cette diminution de la capacité à prendre des décisions. Donc, avec tout ce qu'elles vivent au quotidien et tout ça, donc elles décident de ne pas prendre de décision. C'est difficile de prendre des décisions. Il n'y a pas un processus de prise de décision à leur niveau. Elles n'ont plus envie de s'adonner à ce genre d'exercice-là parce que la société, de façon générale, ne répondra pas à leurs besoins. Elles ont fini par se convaincre et par se résigner de cette réalité-là. Il y a d'autres divers problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression.
on constate très souvent, surtout chez les personnes francophones aînées, qui sont en résidence et qui sont, en plus d'avoir été forcées à s'isoler, de retourner dans les placards, mais qui sont aussi isolées dans cet espace-là parce qu'elles ne peuvent pas, soit elles ne peuvent pas s'exprimer en français, ou même quand elles peuvent s'exprimer en français, elles ne peuvent pas se faire des amis à cause de leur orientation sexuelle. Elles en sont conscientes et donc avant même que cette homophobie soit manifestée, elles-mêmes, elles choisissent de pouvoir s'isoler. Donc ça crée évidemment des problèmes liés à leur santé mentale, comme l'anxiété, la dépression. Il y a d'autres divers problèmes de santé physique, donc la perte ou le gain de poids, des maladies cardiovasculaires, comme je le mentionnais un peu plus tôt, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Elles ont perdu toute envie de faire des exercices physiques, donc évidemment, soit elles perdent du poids de façon considérable ou elles en gagnent de façon considérable, et cela renforce le fait qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Et à cela s'associe évidemment donc des troubles cognitifs comme la démence, la perte de mémoire et la capacité d'apprentissage, et parfois même le suicide. Diapo. Et donc, au regard de tout ça, quelles sont les approches intersectionnelles que nous pouvons mettre en place ou qui sont mises en place par certaines communautés, par des groupes ou des organisations, afin de s'assurer que les aînés LGBTQ+, de façon générale et plus précisément francophones, sont mieux pris en charge. Donc, comme je le mentionnais un peu plus haut, donc il y a évidemment la langue qui est un déterminant social de la santé. Donc, c'est très important qu'un accent soit mis là-dessus parce que si on perd l'autonomie, si on est rendu à un âge où notre cerveau, nos neurones ne peuvent plus répondre à beaucoup d'autres choses. Donc, on s'entend que communiquer dans une langue seconde qui est généralement l'anglais, c'est un défi majeur pour beaucoup d'aînés. Et donc, la langue est un facteur sur lequel il faut continuer à mettre beaucoup d'accent. Nous savons qu'il y a des organisations comme par exemple Franco-Queer, il y a aussi le Centre d'accueil héritage où il y a présence de personnes LGBTQ francophones, même s'il y a encore beaucoup de plaidoyer à faire et beaucoup de sensibilisation à faire dans ces centres-là, afin de visibiliser et surtout d'assurer la sécurité de ces personnes LGBTQ+. Mais la langue demeure un déterminant social de la santé et je pense que dans les plaidoyers et dans les combats que nous menons afin de pouvoir obtenir des services en français, ce combat-là est légitime et il doit continuer, que ce soit au sein des communautés, que ce soit dans des établissements de soins spécialisés, que ce soit dans des résidences pour personnes âgées ou que ce soit dans la société de façon générale tout court. Donc, il y a également des initiatives de sensibilisation sur les réalités des aînés LGBTQ+, et bispirituels qui sont menées, mais une fois encore, ces initiatives-là sont limitées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations de façon générale LGBTQ+ francophones, encore moins des organisations qui offriraient qui offrent des services dans les deux langues, donc l'anglais et le français. Et donc, même quand ces organisations-là parlent de bilinguisme, il faut aller chercher à comprendre à quoi ressemble ce bilinguisme-là et surtout, quel est le type de service ou quelle est la qualité du français dans lequel ces services-là, ces organisations essaient d'offrir ces services. Et donc, finalement, ce défi reste encore une réalité pour les aînés. Je mentionnerai ici, par exemple, au centre de santé communautaire, le 519 que nous avons dans le village, par exemple, qui offre des services, qui a une panoplie de services. C'est un centre multidisciplinaire, donc qui offre des services aux personnes aînées. Mais il n'y a pas du tout un espace pour les francophones aînés, à moins que ce soit des francophones aînés qui parlent parfaitement l'anglais et donc qui, de par leur propre initiative, décident de s'inclure en fait dans ces activités qui sont offertes. Sinon, il n'y a pas principalement des activités qui sont offertes. D'autres initiatives aussi, LGBTQ+, dans des organismes pour aînés. Là encore, généralement, les services sont offerts en anglais
Et donc, les personnes aînées qui, dans leur jeune âge, étaient parfaitement bilingues, mais qui commencent à perdre cette capacité à communiquer en anglais, donc ne se retrouvent pas inclus dans ces initiatives-là au sein des organisations pour aînés. Et donc, elles préfèrent s'isoler, rester chez elles, et puis bon, essayer de se connecter soit à des informations du soir qui se font en français ou à lire des journaux comme par exemple l'Express et le Métropolitain où elles peuvent encore obtenir des informations en français. Et là, c'est quand elles ont la capacité de pouvoir continuer à lire. Il y a des initiatives de sensibilisation sur les réalités des aînés dans les milieux LGBTQ+. Donc, je mentionnerai ici, par exemple, l'organisme Égal Canada, qui officiellement est une organisation bilingue, qui a un programme pour les aînés qui dure depuis quelques années déjà, si je ne m'en abuse, peut-être 5 ans. Mais encore une fois de plus, ce programme-là est offert en anglais. C'est un très bon programme, il faut le dire, mais il est offert en anglais. Et donc, du coup, les personnes LGBTQ+ francophones ne peuvent pas participer. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, si elles participent à ces programmes-là, c'est parce qu'elles ont encore la capacité de pouvoir s'exprimer en anglais. Et enfin, il y a des établissements de soins spécialisés. Et ça, on l'a vu encore une fois de plus pendant cette pandémie de la COVID-19, non seulement pour le fait que les aînés soient une des populations les plus vulnérables à cette infection, mais la maltraitance a révélé ces multiples facettes au sein de ces établissements de soins spécialisés. Et je me suis constamment posé la question de savoir à quoi ressemble la réalité des personnes LGBTQ+ aînées dans ces établissements de soins spécialisés pendant cette période de COVID-19. Diapo. Et donc, quelques mesures pour lutter contre cet isolement social dont je parlais. Donc, évidemment, il faut mettre en place des mécanismes pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés et le rejet surtout. Et le rejet, je le dis à titre personnel, mais aussi pour le bien-être de ces aînés-là. Il faut continuer à sensibiliser la jeune génération. Il faut continuer à démystifier en fait ces stéréotypes-là qui ont été développés à l'encontre des personnes LGBTQ+ aînées et surtout francophones qui sont quasi inexistantes parce que la société a mis en place des critères et même les politiques d'offres de services en français ici, de façon générale, je dirais, ne sont pas vraiment appropriées. Oui, il y a des initiatives, il y a des avancées qui ont été faites, mais je pense qu'en matière de services beaucoup plus spécifiques, il y a encore un grand manque à gagner. Et donc, démystifier ces stéréotypes-là, travailler beaucoup sur des préjugés afin d'éviter le rejet parce que rendu à cet âge-là, quand on est déjà isolé, qu'on se sent rejeté et qu'on est obligé de retourner dans le placard alors qu'on a contribué fortement à offrir à la communauté LGBT de façon générale ce qu'est là aujourd'hui, les droits qu'on a aujourd'hui, évidemment, ça détruit à petit feu et c'est ce que les aînés LGBTQ+ aînés sont en train de vivre. Lutter contre la maltraitance. On le voit souvent. Je le vois ici dans le village, dans les rues. Parfois, quand j'arpente les rues et que je rencontre des aînés qui sont dans des fauteuils roulants et qui essaient de se frayer un chemin. La façon dont les gens ne leur offrent pas cette priorité-là. Tout le monde est pressé et tout ça, alors que les aînés sont dans des fauteuils roulants ou avec des béquilles et tout ça. La maltraitance aussi dans les établissements de soins, l'abandon, le laisser pour compte, la façon dont on s'adresse aux aînés LGBTQ+, et même aux aînés de façon générale. Quand on sait, par exemple, dans ces établissements-là ou dans ces résidences que telle personne et tel aîné est une personne appartenant à la communauté LGBTQ+, le discours change, les réactions changent, la façon dans l'offre de services à ces personnes-là
change. Et donc, évidemment, la peur, ça accentue la peur et cette personne n'a plus envie de vivre dans cette résidence-là. Elle veut partir, mais partir où? Il n'y a pas de famille, ou même si elle a une famille, la famille n'a pas assez de temps pour pouvoir la prendre en charge. Et les gens n'ont pas cette culture ici de vivre avec des aînés autour d'elle. La question aussi sur l'offre des services et le rôle des aidants soignants au sein des familles et tout ça. Donc, l'épuisement de ces aidants soignants-là ne facilite pas de façon générale l'attention qu'il faut prêter aux aînés, donc aux aînés LGBTQ+. Et donc, ça restreint donc, cette maltraitance-là continue de se vivre au sein des familles, mais aussi restreint davantage, comme je l'avais mentionné un peu plus haut, le cercle d'amis de ces personnes aînées-là, parce que leur génération des personnes aînées hétérosexuelles n'a pas nécessairement été éduquée sur la réalité des personnes LGBTQ+. Et donc, cette maltraitance continue à être visible au sein de nos communautés. Donc, il faut réduire cet isolement-là. Il faut donner la parole aux personnes aînées parce que c'est un raccourci de dire que, ah ben oui, cette personne est rendue à 60 ans ou à 70 ans ou à 80 ans, donc ben, fini pour elle et elle peut rester tranquille chez elle à la maison. Voilà, elle n'a plus d'énergie à contribuer à une quelconque initiative. Elle n'est pas capable de pouvoir s'impliquer dans des projets et tout ça. Ben, c'est faux. C'est faux, je connais quelques francophones LGBTQ+, aînés qui sont encore actifs. Je peux me permettre ici de citer par exemple Jean-Roch Boutin, que beaucoup de francophones connaissent, que ce soit de par son implication au sein des communautés francophones de façon générale, mais plus spécifiquement au sein des communautés LGBTQ+ francophones. Jean-Roch Boutin n'a jamais laissé tomber son bâton de pèlerin pour continuer à revendiquer, à travailler sur l'amélioration des droits des personnes LGBTQ+, de façon générale, mais plus spécifiquement des personnes LGBTQ+, francophones. Et malgré le fait que Jean-Roch soit dans la catégorie de personnes LGBTQ+, aînés, il continue de pouvoir travailler. Je peux également citer une personne comme Paul Sylvestre, qui est un écrivain très bien connu des communautés de la communauté francophone LGBTQ+, et d'autres aînés aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant les activités à l'époque quand l'organisation Franco-Queer offrait avait son programme de 5 à 7 dans le village. Il y avait des francophones aînés qui venaient participer à cela. Et cela démontrait ou démontre qu'il y a ce besoin de pouvoir offrir cet espace sécuritaire-là aux aînés LGBTQ+. Et même, il y a des anglophones aînés LGBTQ+, qui venaient à ces 57, même s'ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer en français. Donc, c'est un préjugé, c'est un stéréotype de dire que elles ne sont plus capables de faire quoi que ce soit, c'est fini, leur génération est passée, il faut faire faut faire la place à la jeune génération et tout ça. Mais l'autre facteur aussi, c'est que quand on réussit, l'autre réalité, pardon, quand on réussit à mettre sur le même espace les personnes LGBTQ+, de la nouvelle génération et les personnes LGBTQ+, aînés, donc il y a cet apprentissage, il y a cette connaissance intergénérationnelle qui est passée, qui est transmise en fait. Et c'est ce que perd aujourd'hui la communauté LGBTQ+, c'est ce que perd la société, ce manque de reconnaissance-là. J'ai eu l'opportunité, que ce soit dans mon travail ou mon implication en tant qu'activiste ou en tant que travailleur communautaire, de rencontrer d'autres aînés et j'ai beaucoup appris de ce qui était là avant, de ce qui a été fait en matière de revendication des droits des personnes LGBT, les différentes étapes, le processus au travers duquel ces personnes-là sont passées aujourd'hui et j'en apprends davantage. C'est vrai que
c'est peut-être une opportunité pour moi, comme je le mentionnais, d'avoir grandi, d'être africain, d'avoir grandi dans un milieu, dans un pays ou dans des pays où cela fait partie de la culture. Mais je pense que qu'on soit au pôle Nord, au pôle Sud, à l'Est ou à l'Ouest, on a des aînés partout. Et de pouvoir bénéficier des connaissances de ces aînés-là plutôt que de les repousser dans le placard, cela aiderait à mieux comprendre et à renforcer en fait nos connaissances. Et j'ajouterai à cela, comme l'a dit l'un des écrivains africains, un aîné qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je me suis accroché vraiment à cette citation-là comme une grenouille à une potence. Et ça m'a permis vraiment de renforcer personnellement mes relations avec les aînés, mais à comprendre c'est quoi aussi, à quoi ressemblent leurs besoins spécifiques et à comprendre aussi, surtout que leur contribution dans la société est majeure et reste très importante. Et donc, adapter aussi les services. Adapter les services, je pense qu'on vit dans un pays qui a les moyens de le faire. Et donc, faudrait que dans le budget, que ce soit budget fédéral ou budget provincial, que les différents gouvernements puissent renforcer ces budgets-là et afin de pouvoir adapter les services qui répondraient aux besoins spécifiques des aînés, et plus précisément des aînés LGBTQ+ francophones. Diapo. Et donc, un regard sur la question des droits de façon générale chez les aînés. Et donc, oui, si on veut statuer sur les droits des aînés, donc c'est transversal. J'utilise le mot transversal ici parce que je m'inscris dans un contexte de droit à la personne de façon générale. Et donc, ce serait important, par exemple, de regarder, pardon, de regarder à quoi ressemblent en fait ces éléments de droit. Et donc, j'ai essayé de pouvoir comme les regrouper. Et c'est ce que j'appelle ici, par exemple, des cadres de principes. Et donc, ce doit être des principes qui doivent être enseignés, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans le système éducatif, que ce soit dans les politiques qui statuent sur les droits de la personne de façon générale. Et donc, je les ai regroupés en termes de respect de la dignité et des valeurs. Les aînés, de façon générale, les aînés LGBTQ+, ont vraiment une dignité, ont besoin que leur dignité soit préservée, comme les êtres humains tout court. Leurs valeurs également doivent être mises de l'avant parce qu'elles ont des valeurs à enseigner, elles ont des valeurs sur lesquelles elles vivent. Faut leur prêter oreille attentive, faut mettre en place cet espace positif pour qu'elles puissent vraiment vivre dans la dignité et en fonction de ces valeurs-là. Il y a également l'amélioration de leur indépendance et de l'autonomie. Une fois de plus, ce serait prendre un raccourci en disant que, bon, elles ont perdu l'autonomie, donc on n'a plus besoin d'elles. Elles ne peuvent pas être indépendantes, donc ce serait difficile de pouvoir composer avec elles. Non, en tant qu'être humain, elles ont besoin de vivre une certaine indépendance, de faire des choix et en fonction de ces choix-là, donc de leur donner, de leur offrir une possibilité d'être aussi autonomes en fonction de leur capacité de déplacement. Promouvoir la participation et l'inclusion de ces personnes-là, une fois de plus, il faut leur donner le choix. Il faut leur donner le choix. Il faut promouvoir, en fait, cet aspect que leur participation au sein des communautés LGBTQ+, demeure importante. J'ai parlé de connaissances, transmission de connaissances intergénérationnelles. Il y a également la reconnaissance de l'importance de leur sécurité. Évidemment, si elles s'isolent, c'est parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Donc, il faut mettre en place des mécanismes qui assuraient cette sécurité-là et surtout qui leur garantiraient que peu importe
le milieu dans lequel elles se retrouvent, que ce soit en zone urbaine ou que ce soit en zone rurale, que ce soit au sein de la communauté LGBTQ+, ou dans la société de façon générale, que cette sécurité soit garantie. C'est un plaidoyer qu'il faut fortement porter au niveau de nos gouvernements provinciaux, des gouvernements fédéraux. Et donc, la prise de mesure à l'égard de la diversité, une reconnaissance du fait que cette communauté est diversifiée et donc contribuer à la mise en place de cet espace-là pour la visibilité de cette diversité-là entre dans le cadre de l'apprentissage et des connaissances intergénérationnelles. Et donc, pour terminer, j'aimerais comme résumer ceci en disant que, prochaine diapo, s'il te plaît, en disant que l'indépendance suppose un minimum de sécurité et les aînés qui ne jouissent pas d'une autonomie suffisante pour faire leurs propres choix et défendre leurs propres intérêts courent le risque de perdre leur sécurité. Et donc, à tous et à toutes, c'est un message, un cri de cœur que je lance à nos communautés afin qu'elles puissent contribuer d'une façon ou d'une autre à mettre en place, à contribuer à l'indépendance, mais surtout à garantir cette sécurité-là pour les aînés LGBTQ+, de façon générale et plus spécifiquement pour les aînés LGBTQ+, francophones. Donc, pour terminer, il y a quelques ressources. Prochaine diapo. Il y a quelques ressources que vous pouvez consulter et tout, qui sont là. Je ne vais pas les lire, mais entre autres, donc, il y a la Farfo, par exemple. Il y a cet organisme pour les aînés qui permet d'offrir ce webinaire. Il y a la Fondation Émergence qui est basée à Montréal. Il y a FrancoQueer, qui est l'organisme par excellence qui offre des services aux francophones, qui représente les francophones et offre des services aux francophones LGBTQ+. Il y a également Action Positive qui a découlé de FrancoQueer, mais qui est plus axé dans le monde, est plus axé sur la santé sexuelle et le VIH pour les personnes LGBTQ francophones. Et donc il y a cet espace-là pour les francophones aînés également, qu'il faut consulter, qu'il faut fréquenter, il faut les appeler. Rainbow Health Ontario, Queer Event, EGAL Canada, le 519, Ontario Rainbow Services Network, Positive Space. Donc, il y a ces quelques organisations qui sont là et qui sont présentes. Il faut les consulter et contribuer surtout à améliorer leurs services. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et je ne sais pas si on a encore du temps. Olivier. Bien, merci beaucoup, Carlos, pour cette très belle présentation. Nous sommes conscients de l'heure, il est 12h01, mais nous avons encore quelques minutes. Je voulais juste préciser encore une fois que ce webinaire est enregistré et que l'enregistrement de ce webinaire ainsi que toutes les diapos que vous avez vues et donc la liste des ressources seront disponibles sur le site de Elder Abuse ainsi que sur le site de la Farfo. Donc, n'ayez pas peur, ce sera disponible. Vous aurez aussi sur cette présentation les informations de contact de notre intervenant du jour, Carlos, ainsi que mes informations. Si vous avez des questions plus précises à poser, vous aurez aussi possibilité d'accéder aux informations de contact de Elder Abuse, notre partenaire pour ce webinaire. Et puis, nous avons une petite période de questions si vous êtes encore avec nous. Je vais arrêter le partage d'écran pour que tout le monde voit notre intervenant. Et puis, nous avons une question qui nous a été posée pendant le webinaire. Une personne voulait savoir d'où venait l'expression queer. Est-ce que, Carlos, vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, bien sûr, c'est une question très importante. Il faut dire que le terme queer était un terme péjoratif, donc il était utilisé il y a plusieurs années pour identifier les personnes LGBTQ+, de façon générale. Donc, c'était un terme parapluie. Donc, comme je le disais, c'était un terme péjoratif. Donc, évidemment, les personnes, les aînés qui sont là aujourd'hui, de cette génération-là,
pour la plupart, n'aiment pas du tout le terme queer parce que ça leur rappelle cette période de violence, de discrimination, de rejet. Donc, elles ne s'identifient pas sous cette appellation-là. Mais les choses, comme je le disais, les choses ont considérablement évolué, que ce soit au niveau des terminologies, mais aussi au niveau des réalités au sein des communautés LGBTQ+. Donc, ça fait que la nouvelle génération s'est réapproprié ce terme queer, qui est finalement devenu comme un terme parapluie en dessous duquel se retrouvent tous les acronymes LGBTQ+, mais qui, de façon spécifique, si une personne, par exemple, si je vous dis que je suis queer, c'est parce qu'il y a une diversité au niveau de mon orientation sexuelle, mais de la façon dont j'exprime mes identités de genre. Donc, la nouvelle génération s'approprie ce terme queer, mais c'est très important de retenir que ce n'est pas toutes les personnes qui s'identifient en tant que queer et encore plus des personnes aînées. Et donc, c'est un peu la petite histoire derrière ce terme queer. Merci beaucoup, Carlos. Ça amène aussi une autre question qu'on entend très souvent. Quel est l'acronyme que l'on devrait utiliser? Parce qu'on a vu dans le webinaire qu'il y avait pas mal de versions différentes de cet acronyme, soit seulement LGBTQ, soit LGBTQ+, soit LGBTQIA. Est-ce qu'il y a une version que l'on devrait privilégier ou finalement est-ce qu'il faut rester ouvert à toutes les formes d'acronymes que l'on peut voir? Ben, je crois que c'est important de rester ouvert à toutes les formes d'acronymes parce que l'utilisation de ces acronymes-là diffère d'un contexte à un autre. Donc, si on se fie aux réalités communautaires, par exemple, donc évidemment, les sous-catégories souhaiteraient avoir des acronymes ou un acronyme un peu plus long pour qu'elles se sentent représentées et incluses dans les réalités des communautaires. Quand on regarde l'utilisation des mêmes acronymes au niveau institutionnel, donc on va trouver d'autres acronymes. Par exemple, au Canada, des institutions vont utiliser LGBTI, d'autres vont utiliser LGBTQI. Et donc, de plus en plus dans le processus de réconciliation avec les Premières Nations. Donc, on va voir que le 2S, donc qui est deux esprits, qui se retrouvaient ou qui s'est retrouvé très souvent à la fin de l'acronyme LGBTQ+, donc va être mis en première position. Ceci qui marque, pour marquer en fait la reconnaissance de la présence des Premières Nations de façon générale, mais plus spécifiquement au sein des communautés. Donc, ça diffère vraiment d'un contexte à un autre. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le facteur diversité et inclusion qu'il faut mettre de l'avant. Merci beaucoup pour la réponse. Je vois qu'il y a une question. Oh, Oui. pardon. Oui. Ben, quelles sont les techniques? Comme je l'ai mentionné dans la présentation, il faut faire beaucoup de sensibilisation. Il faut faire beaucoup de campagnes parce que les aînés LGBTQ+, et plus spécifiquement francophones sont invisibilisés. Que ce soit au niveau des services qui sont offerts dans la communauté, dans les établissements de soins spécialisés, dans les résidences pour personnes aînées. Il faut faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation, des campagnes. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent le respect des droits des aînés. Créer cet espace, contribuer vraiment à créer cet espace sécuritaire pour les aînés LGBTQ+, de façon générale, et surtout si ces espaces-là, si les organisations disent qu'elles sont des organisations bilingues, qu'elles puissent chercher à comprendre c'est quoi les réalités des francophones et qu'elles aillent chercher les ressources francophones pour renforcer ce bilinguisme-là au sein de leurs organisations. Et pour une organisation comme Franco-Queer, je pense qui jusque-là a été, si je ne m'en abuse, et je peux me permettre de le dire, a été la seule organisation francophone LGBTQ+, non seulement en Toronto, mais en Ontario, donner les moyens
quand je parle de moyens, il faut donner plus d'argent, de budget à Francoquer pour mettre en place des services plus spécifiques pour les aînés LGBTQ francophones. Et ce combat-là ne devrait pas être un combat d'un individu, d'une personne, mais ce sont des combats de groupe. Je ne travaille pas spécifiquement sur les enjeux relatifs aux personnes LGBT, mais c'est un appel personnel, c'est une décision personnelle. Dans le cadre de mon travail sur les diversités et inclusion et accessibilité, c'est un aspect qui m'interpelle. Et donc, si je fais le plaidoyer, je peux prendre pour acquis que monsieur, madame, tout le monde est capable de faire le même plaidoyer. Si on ne connaît pas les stratégies ou les techniques à utiliser pour ces plaidoyers-là, il faut se rapprocher des organisations dont on a partagé les ressources ici afin de pouvoir réfléchir sur les mécanismes à utiliser pour des plaidoyers et pour des sensibilisations et l'éducation. Merci beaucoup, Carlos, pour la réponse à la question. Avant de vous laisser partir, les participants, merci encore d'être venus aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a un autre webinaire prévu jeudi à 1 heure qui va spécifiquement s'attarder sur la maltraitance des personnes âgées des communautés LGBTQ. Et dans ce webinaire, il sera aussi question des techniques pour prévenir la maltraitance, ce dont Carlos a parlé aujourd'hui, mais aussi d'autres ressources que vous pourrez avoir. Merci encore à notre interprète de la langue des signes québécoise, Micheline Paul, que vous voyez à l'écran. Un grand merci de nous accompagner dans ce webinaire. Et enfin, un grand merci à nos amis et partenaires de Elder Abuse Prevention Ontario. Christine, Mary, thank you very much for setting up this webinar and allowing us to be here today all together. Très bien, mais je pense qu'on peut vous dire au revoir et vous souhaiter une très bonne fin de journée. Carlos, merci encore. Bonne fin de journée. Merci aussi à vous, merci à tout le monde. Merci à Micheline qui vraiment, je sais que je parle rapidement, et donc, mais qui, à mon sens, a pu prêter attention et fait cette traduction-là. Grand merci à Elder Abuse, à Olivier qui m'a apporté l'appui technique et à Marie aussi. Mary qui a été à nos côtés afin que ce webinaire puisse être effectif. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Thank you everyone. Bye bye. Au revoir. Goodbye.